Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le débat de ce soir. Pour qui connaît les conditions de vie en milieu carcéral, il y a lieu de s'interroger sur le respect qui est voué à la personne humaine et plus encore quand il s'agit de détenus handicapés, qu'ils soient visuels, physiques, auditifs ou autres. La question préoccupe des ONG réunies au sein de WILDAF Bénin, qui entendent s'investir dans le sens d'une appropriation des droits des détenus handicapés, thématique qui s'étend également aux ex-détenus porteurs de handicap. C'est pour en parler que ce plateau a été constitué. J'ai à côté de moi une femme, Ahwefa, Françoise Sossou Agbarolo, elle est la coordonnatrice du réseau WILDAF Bénin. Et face à elle, Ghislain Fadoran, chef projet Dedans Dehors. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, chers invités. Alors, Madame Agbarolo, dites-nous, c'est quoi le projet Dedans Dehors? Merci, monsieur le journaliste. Le projet Dedans Dehors, comme son nom l'indique, c'est un projet d'appui à la réinsertion sociale des personnes handicapées, détenues et ex-détenues. Donc, détenues dedans, ex-détenues, personnes handicapées dehors. Donc, oui. C'est un projet d'appui à ces personnes-là grâce à l'appui du projet d'appui à la justice financé par l'Union européenne. Est-ce qu'on peut avoir des éléments sur les parties prenantes à ce projet-là? Oui, exactement. Le projet est piloté par WILDAF Bénin, que vous connaissez déjà, WILDAF Bénin, Women in Law and Development in Africa, en tant que chef de file. Et ce projet est géré en collaboration avec d'autres associations, l'association béninoise des arts plastiques ABAP, qui est le premier co-demandeur, et l'association label Mafiat Bénin, qui est le deuxième co-demandeur. Et nous avons également des organisations associées telles que l'ONG DEDI, et puis nous avons également l'agence pénitentiaire du Bénin et les prisons qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce projet. Et les prisons qui bénéficient de ce projet sont la maison d'arrêt de Cotonou, et puis la maison d'arrêt de Ouida et celle de Abomey-Calavi. Alors, monsieur Fadoran Ghislain, vous êtes le chef projet Dedans Dehors. Alors, en tant que tel, quelle est votre mission? En tant que chef projet, j'ai la mission, j'ai le devoir de mener ce projet à bon port, dont d'exécuter toutes les activités inhérentes aux différents résultats que nous avons mentionnés au titre de ce projet. Et comme objectif, nous avons pensé contribuer au développement de notre pays, un développement inclusif, en réduisant les barrières liées à la pleine et effective participation des personnes handicapées à travers la création de conditions favorables. Et à ce titre, nous avons pensé renforcer la prise en charge des détenus et ex-détenus handicapés des départements de l'Atlantique et du littoral, notamment dans les maisons d'arrêt de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Ouida, par le renforcement de leurs conditions et la création de conditions favorables par rapport à leur accessibilité, leur mobilité dans ces maisons d'arrêt et la création d'un parcours de réinsertion professionnelle constitué d'ateliers de formation en art de scène, art plastique et en artisanat d'art. On va revenir sur chaque type d'activité prévue dans le cadre de ce projet-là. Mais Madame Agbarolo, dites-nous, pour qu'il y ait un projet qui touche essentiellement les personnes handicapées, détenues ou ex-détenues, c'est il vous a fallu faire un constat. Oui. Quel a été ce constat qui a été fait? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, le constat qui a été fait au sein des prisons en général, des maisons d'arrêt, c'est d'abord les conditions de vie au niveau de ces maisons d'arrêt qui ne sont pas très favorables. Il y a le surpeuplement et plus spécifiquement en ce qui concerne les personnes handicapées, il n'y a pas des conditions spécifiques pour leur prise en charge, pour leur accessibilité au niveau de ces maisons d'arrêt. Et nous avons également constaté qu'il n'y a pas
de programme, il n'y a pas d'activité qui prennent en compte, qui occupent ces personnes handicapées au niveau des maisons d'arrêt. Donc c'est ce qui nous a conduit, nous a amené avec nos co-demandeurs à proposer ce projet pour améliorer un tant soit peu ces conditions, c'est-à-dire contribuer à améliorer, parce que tout ce qui est à faire est immense et on ne peut faire qu'une partie. Donc, nous allons contribuer à améliorer ces conditions de vie, leur prévoir des activités qui puissent les égayer un peu au niveau de ces maisons, et prévoir également des activités qui visent leur réinsertion socio-professionnelle une fois sortis de prison. Ça ne doit pas être une tâche facile pour vous, ONG, avec le réseau UDAF et tout. Oui, bon, c'est pas du tout facile, mais nous avons commencé et nous pensons que ce que nous faisons, ça apporte déjà une contribution à l'amélioration de ces conditions. Et aussi, ce que nous avons prévu, c'est de sensibiliser la population, sensibiliser les personnes qui s'occupent de ces personnes au sein des prisons, c'est-à-dire le personnel pénitentiaire, de les sensibiliser sur les droits des personnes handicapées. Parce que ces personnes sont un peu sont doublement discriminées, si je dois parler ainsi, à cause de leur statut déjà, de leurs conditions, et ensuite à cause du fait qu'ils aient commis des infractions qui les amènent au niveau de ces prisons. Donc, il y a quand même une manière de pouvoir prendre en charge ces personnes handicapées qui sont contenues dans divers textes de loi que nous avons compilés dans un document de formation pour former ces acteurs qui interviennent dans la chaîne de prise en charge afin qu'elles puissent mieux les traiter. Alors, quand le détenu, personne handicapée, est encore en détention, d'accord, ou qu'il soit dehors, le traitement n'est pas le même, Monsieur Fadoua? Non, pas du tout, parce que déjà, personnes handicapées, c'est difficile pour eux de s'épanouir dans la société, de bien bénéficier, de bien faire valoir leurs droits. Et une fois en privation de liberté, ça devient encore un peu plus gênant, surtout que nos maisons d'arrêt, nos prisons n'étaient pas construites en tenant compte de ces personnes en situation de handicap. Du coup, ils se retrouvent dans un milieu où ils ne sont pas pris en compte, un milieu où leur mobilité, leur accessibilité, leurs différents besoins ne peuvent pas être facilement exécutés. Donc, du coup, ils se retrouvent portant un double handicap dans ces maisons d'arrêt. Oui, mais pour bien conduire ce projet, je pense qu'il y a d'abord la formation. Pour ce qui est de la formation, ça vise quelle cible? Est-ce que c'est seulement le personnel pénitentiaire ou ça vise également d'autres personnes pour ce qui est de la formation? Oui, pour démarrer ce projet dont le but final, c'est la réinsertion sociale de ces détenus et ex-détenus handicapés, nous avons pensé d'abord améliorer un peu leur cadre de vie. Et à ce titre, nous avons fait des travaux de peinture. On a badigeonné les dortoirs qui étaient vraiment insalubres. Et on a réglé les problèmes de plomberie, d'aération. Vous y étiez personnellement ou vous avez plutôt des gens qui ont fait le boulot? Oui, bon, on est permanemment dans ces maisons d'arrêt grâce à l'agence pénitentiaire du Bénin qui nous facilite l'accès avec des autorisations. Et nous intervenons dans ces maisons d'arrêt avec des prestataires qui font le boulot et à notre place. Et maintenant, on supervise, on encadre et on dirige les activités dans ces différentes maisons d'arrêt. Donc, les travaux de plomberie, d'aération, d'électricité et de peinture ont été faits dans ces maisons d'arrêt, histoire d'assainir un peu et de rendre le cadre de vie de ces détenus handicapés un peu adéquat. Après ça, c'est des gens souvent au-delà des handicapés, détenus,
toute personne détenue, retenue dans ces maisons d'arrêt, leur morale est souvent affectée. Parce qu'il y a diverses causes qui les amènent là-bas. Et à force de penser, les soucis et autres, ils sont affectés. Ils peuvent changer de catégorie d'handicap d'une catégorie d'handicap à une autre. Il y a des personnes normales qui se retrouvent là-bas et du jour au lendemain deviennent des handicapés intellectuels. Ce que nous appelons communément dans nos jargons des fous. Parce que tout le temps, le matin, il sort de son dortoir, il n'a rien à faire. Ils sont souvent voués à l'oisiveté, ils restent sur la cour de la détention à longueur de journée, ils réfléchissent. Et c'est des moments propices pour eux de se replonger dans les préoccupations, les soucis, les problèmes qui les ont amenés à ces endroits-là. Du coup, facilement, le surmenage, des problèmes, des traumatismes se présentent facilement à eux. Donc on s'est dit, il faut booster un peu leur morale. Et à ce titre, nous avons réalisé des fresques murales dans l'enceinte de ces 3 maisons d'arrêt. Notons d'abord que dans cette maison d'arrêt, il y a 3 cours. Il y a la cour des mineurs, il y a la cour des femmes, il y a la cour des hommes. Et dans ces différents cours, il y a des handicapés. Qu'ils soient physiques, auditifs, il y a des personnes, il y a des détenus handicapés. Qu'ils soient auditifs, qu'ils soient enfants, femmes ou hommes, ils sont tous concernés par notre projet et parce qu'ils sont tous dans ces maisons d'arrêt. Donc du coup, on a réalisé une fresque murale dans chaque cour qu'on a réalisée avec les détenus handicapés eux-mêmes. Et ces fresques murales portent des portraits de personnalités reconnues qui ont pris part à la prison, mais après leur passage, ont pu réussir dans la vie. Donc, nous avons l'exemple de Nelson Mandela, Martin Luther King, de la femme de Nelson Mandela, Winnie Mandela, et d'autres personnalités qui servent d'exemple maintenant dans ces maisons d'arrêt de personnes ayant pris part à la prison, mais qui, à sa sortie, a pu réussir et briguer, réussir dans sa vie. Donc, on a réalisé ces fresques avec les détenus et les détenus handicapés qui ont participé, avec qui on a passé le message. Ils ont fait la peinture au mur avec les artistes plasticiens, histoire de s'approprier du message d'espoir qu'on voulait leur transmettre. Du coup, à leur sortie de leur dortoir actuellement, ils font face aux fresques murales. Ils se rappellent des messages et ils se disent, ce n'est pas la fin du monde, mon passage ici. Après ma sortie, il y a encore de bonnes choses qui peuvent se passer. Donc, ça nous a permis de booster un peu leur morale, histoire de les préparer progressivement aux activités de réinsertion que nous avons prévues pour eux. Donc, c'est après cette étape que nous avons maintenant fait la formation. La formation. Je crois que la formation, il y avait Wildaf qui était à la formation. Vous étiez à la formation Comment ça s'est passé la formation? Parce qu'on a vu, tout à l'heure on va jouer l'élément et vous allez revenir là-dessus. On joue d'abord l'élément avec la permission de Augustin Vidéco. Les régisseurs des maisons d'arrêt de Cotonou, Ouida et d'Abomey-Calavi sont ici pour revisiter les droits des personnes handicapées en général et celles en détention en particulier. Il s'agit d'une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Dedans, dehors, appui à la réinsertion sociale des détenus et ex-détenus du Bénin en situation de handicap ». L'objectif général du dit projet est de contribuer à la promotion d'un développement inclusif au Bénin en réduisant les barrières à la pleine et effective participation des détenus et ex-détenus handicapés à la société par la création de conditions favorables à leur réinsertion professionnelle puis sociale, aussi bien en prison qu'à la sortie. Ce projet vise de façon spécifique à renforcer la prise en charge des détenus handicapés en phase intra comme post-carcérale des maisons d'arrêt d'Abomey-Calavi, de Ouida et de Cotonou, par la promotion de leurs droits, l'amélioration de leur accessibilité, mobilité et la création d'un parcours de réinsertion sociale fait de 8 ateliers de formation artistique,
culturel, de création et de diffusion, et ce durant 12 mois au Bénin. Le projet Dedans Dehors est financé par l'Union européenne sur le 10e Fonds européen de développement FED à travers le projet Appui à la justice PAGE. Le chef de file de sa mise en œuvre est Wildaf Bénin, en partenariat avec l'Association béninoise des arts plastiques et l'association Label Mafia Art Bénin. Il s'agit pour toute cette équipe de faire la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Ce projet, à travers l'initiative d'appui à la réinsertion sociale de détenus et ex-détenus handicapés au Bénin, contribue au 3e résultat du projet d'appui à la justice qui concerne l'amélioration des conditions de détention et l'appui à la réinsertion. Au nom donc du régisseur chef projet du projet d'appui à la justice, nous nous réjouissons que les activités qui sont prévues dans le cadre de ce projet-là sont en train d'être exécutées. C'est dès lors que les activités sont exécutées que ce que nous ambitionnons tous, à savoir l'appui à la réinsertion des détenus et ex-détenus handicapés au Bénin, nous puissions donc espérer avoir ces résultats-là. Et donc nous nous réjouissons que les activités qui sont prévues dans le cadre de ce projet, de cette initiative, sont en train d'être mises en œuvre. La formation va durer 3 jours et les représentants des maisons d'arrêt de Cotonou, Ouida et d'Abomey-Calavi ont reçu des matériels de mobilité, des produits d'hygiène corporelle et bucco-dentaire destinés aux détenus handicapés. Donc voilà. Vous avez suivi le reportage, on a fait un retour sur une activité qui a eu lieu en décembre. Dites-nous, 3 jours de formation, oui. Est-ce que ça suffit pour suffisamment plaider la cause des personnes handicapées? Bon, 3 jours ne suffisent pas, mais en 3 jours, beaucoup de choses ont été dites quand même. Parce que nous avons fait recours à des prestataires pour nous élaborer un manuel dans lequel sont contenus les différents principes, les dispositions des textes de loi, la convention sur les personnes handicapées, la loi sur les personnes handicapées votée par notre pays, comment les personnes handicapées doivent être traitées, comment on doit, tout à l'heure j'ai entendu handicapé, il y a vraiment des termes spécifiques pour les indiquer. Vous voulez parler de personnes handicapées, il faut l'appeler personne handicapée et non handicapée. Si c'est une personne qui souffre de problèmes d'audition, il y a une manière pour les appeler, il ne faut pas l'appeler un sourd. Donc il y a tout un tas de dispositions, des conseils qui sont contenus dans ce document que nous avons mis à la disposition de la cible. Et la cible de la formation, comme ça a été dit tout à l'heure dans la projection, c'est le personnel de l'administration pénitentiaire, les chauffeurs, les régisseurs, les agents, les chefs, tous ceux qui interviennent dans la maison d'arrêt pour qu'on puisse vraiment avoir une attention particulière à l'endroit de ces personnes. Donc, leur dignité, l'égalité de chance pour tous, les différents principes, respect, égalité entre hommes et femmes, développement des personnes handicapées, etc. Tout ça là a été décrit dans le manuel. Est-ce que la question, ce n'est pas déjà de travailler à changer la perception que les gens ont des personnes qui se trouvent dans les maisons d'arrêt? Voilà, exactement. C'est l'objectif même de cette formation. Connaître leurs droits, eux aussi changer la perception. Et pour ça, nous avons mis des conseils dans ce document ça permettra à toute personne qui prend le document de savoir que une personne handicapée, comme toute une autre personne, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça quelque chose peut... Un mauvais acte peut nous conduire dans ces maisons d'arrêt et ça va nous arriver, on ne sait jamais. Donc, il faut savoir traiter toute personne qui se trouve dans cette Est-ce qu'en définitive, en focalisant l'attention sur les personnes handicapées, vous ne demandez plutôt pas qu'on leur fasse des traitements de faveur? Ce n'est pas du tout un traitement de faveur. Pourquoi nous menons l'action spécifiquement à leur endroit? Même dans les pays développés,
on a les conditions dans les maisons d'arrêt, c'était des conditions globales, générales pour tout le monde. Mais il se fait que dans la pratique, par la suite, on s'est rendu compte d'une certaine spécificité concernant ces personnes. Alors, il faut travailler à les ramener un peu au niveau des autres. Parce que les autres ont, par exemple, tout leur sens, peuvent se déplacer facilement, mais la personne handicapée motrice, par exemple, ne peut pas bien se déplacer comme une autre personne qui a tous ses sens. Donc, c'est pour cela qu'il faut travailler à améliorer leur accessibilité, construire des rampes pour lui faciliter l'accès Est-ce que finalement, il ne faut pas plutôt une prison spécifique ou spéciale pour les personnes handicapées? C'est même ça là qui va constituer une discrimination, parce que je pense que il faut que c'est des hommes, les personnes handicapées sont des humains comme tout le monde. Donc ils peuvent vivre ensemble avec les autres, mais on leur crée leurs conditions pour leur permettre de vivre avec les autres. Moi, je pense que créer une prison, une maison d'arrêt spécifique pour eux, c'est en quelque sorte encore les discriminer. Monsieur Fadora, je vous fais la question. Est-ce que finalement, il ne faut pas créer une prison spéciale, une maison d'arrêt spéciale pour les personnes handicapées? Souvent, les personnes portant tout type d'handicap ne sont souvent pas d'accord qu'on les marginalise. Voilà. Le fait qu'on les traite d'être inférieurs ou bien qu'on ait de la pitié en les voyant. Ils sont des personnes normales comme nous. Ils veulent être considérés comme tels et traités comme tels. Elles ne veulent pas des faveurs. Donc, créer des prisons spécifiquement pour les détenus handicapés, ce serait les stigmatiser, les marginaliser. Et eux-mêmes, ils ne seront pas d'accord pour ça. Alors, 3 jours de formation pour le personnel pénitentiaire, est-ce que ça suffit? Quelle garantie avez-vous que quand vous avez fini de former ce personnel pénitentiaire-là, que ce que vous lui avez donné comme rudiment, c'est respecté? Pour vous qui êtes chef de projet. Déjà, c'est de les amener à changer leur regard envers les personnes. Oui, mais l'instant que vous êtes là pour la formation, le regard va changer, mais par la suite, vous n'avez aucune idée de ce qui peut être fait pour une personne handicapée, par exemple, qu'on a condamné pour, pour viol, pour un crime. On va le regarder autrement quand vous êtes parti. Non, nous avons constaté dans l'enceinte de ces maisons d'arrêt que le personnel administratif, à savoir les régisseurs, gardiens, chefs, greffiers, et même les policiers, pénitentiaires, etc., ce n'est pas ce que nous croyons. Ils traitent mieux les détenus en général dans ces maisons d'arrêt et en particulier les détenus portant tout genre d'handicap. Vous êtes sur le plateau, ça peut se comprendre. Non, ça peut se comprendre. Non, c'est pas fait de plateau, c'est ce qu'on a constaté. Un clin d'œil pour non, pas du tout, c'est ce qu'on a constaté. C'est pas ce que nous l'avons c'est pas ce que nous l'avons comme écho ici. Au fait, on a eu des témoignages où même les gardiens-chefs, les régisseurs utilisent leur propre véhicule pour régler des situations ponctuelles qui se posent dans ces maisons. Parce qu'après tout, eux-mêmes, ils sont des humains et ils sont sensibles à certaines situations qui se passent dans l'enceinte de ces maisons d'arrêt. Mais ils étaient tellement satisfaits de la formation durant les 3 jours parce qu'ils ont appris à savoir comment se comporter. Par exemple, si je prends l'exemple d'un sourd-muet, il faut avoir la patience. Parce que voilà quelqu'un qui bégaye, qui doit prendre du temps pour s'expliquer. Mais toi, si tu es impatient, donc il faut prendre la patience et la répétition en ce moment est de mise. Donc, ils ont appris c'est de petites astuces qui peuvent leur permettre à savoir comment échanger avec les personnes, les détenus handicapés et de savoir comment les traiter. Or, ils n'avaient pas ces éléments, ces notions avant. Donc, du coup, si un sous-muet, un détenu sous-muet était il peut s'énerver et le mettre de côté, et ça peut le frustrer, ça peut le mettre dans un autre état. Cela suppose donc que parmi les formateurs, il y en a qui sont des personnes porteurs porteuses de handicap là. Non, pas nécessairement, mais c'est des spécialistes. Moi, comme ça, ne pourront pas enseigner aux policiers le langage des signes. Non, c'est pas ça. En fait, on n'a pas enseigné le langage des signes. Mais comment traiter ces personnes-là lorsqu'on se trouve en face d'elles
comment les traiter, on l'a fait. Maintenant, il y a des juristes parmi l'équipe de formateurs, il y a une juriste, il y a également une psychologue. Parce que la psychologue, c'est quelqu'un quand même qui connaît, qui comprend le problème de tout un chacun, même que vous soyez handicapé ou pas. C'est une personne qui sait comment traiter telle ou telle personne dans telle ou telle condition. Donc, ce sont ces personnes que nous avons fait recours pour animer cette formation. Et ce que je m'avais précisé également, parmi les parties prenantes de notre projet, nous avons, j'ai parlé tantôt de l'ONG DEDI. Et la présidente de cette ONG, c'est une personne handicapée malvoyante, mais qui vraiment n'a rien à envier à une personne qui voit bien, parce qu'elle maîtrise la thématique, elle est prête pour accompagner même nous, les personnes qui se disent normales, parce qu'on est des handicapés potentiels, et donc elle est prête pour accompagner, pour nous informer sur comment traiter les personnes handicapées. Le projet pour le moment touche à quelques maisons d'arrêt dans l'Atlantique ici, mais il y en a plusieurs dans tout le Bénin, et le personnel pénitentiaire que vous formez, il n'est pas dit que ce personnel va rester en place. Le policier que vous avez formé peut-être en décembre, peut-être qu'il n'est plus là, il est envoyé ailleurs. Est-ce à dire que nous sommes pour le moment à une phase pilote de ce projet? Oui, tout à fait. C'est une phase pilote parce que nous ne touchons que 3 communes, 3 maisons d'arrêt. Et c'est vrai qu'ils sont appelés à partir, mais d'ici là, avec les résultats que nous allons atteindre dans le cadre de ce projet, je crois que, je fais un clin d'œil, peut-être que l'Union européenne ou bien d'autres partenaires intéressés par ces résultats peuvent nous accompagner pour étendre ce projet-là dans d'autres maisons d'arrêt dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire national. Monsieur Fadoran, dites-nous comment se fait sur le terrain et du point de vue pratique la réinsertion professionnelle ou sous-professionnelle, vous dites, si vous voulez, des personnes handicapées détenues ou ex-détenues. Ok. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur ce que la coordinatrice nationale vient de dire, en disant que notre formation ne s'est pas limitée seulement aux régisseurs, au personnel administratif. Nous avons aussi formé les responsables de détenus et les chefs bâtiments de ces maisons d'arrêt. Pour que, puisque après l'administration, les détenus iront parmi les autres détenus, les détenus handicapés, ils vont se retrouver parmi les autres détenus. Il faudrait que les autres détenus aussi les traitent mieux et changent leur comportement d'antan envers eux. Donc du coup, on a pris des dispositions pour que même si le régisseur ou bien le gardien-chef est affecté, que les notions techniques transmises au cours de la formation demeurent dans la maison au profit de ces détenus. Voilà qui apaise, qui m'apaise sérieusement, parce que là, le personnel pénitentiaire n'est pas là, à tout moment on peut l'enlever de là. Oui, allez-y maintenant pour la réponse à la question. Maintenant, pour la réinsertion professionnelle, et nous avons mis en place un parcours de formation constitué de 3 disciplines, les arts de scène, les arts plastiques et l'artisanat d'art. Et parlant des arts de scène, c'est les contes, théâtre, sketch, chorégraphie, danse, qui sont mis en place en guise d'art-thérapie pour toujours encourager, motiver, booster leur morale, comme je l'ai dit tantôt pour les fresques murales. Et maintenant, au niveau des arts plastiques, c'est le dessin et la peinture. Ils seront formés en dessin et peinture, de telle sorte que, même à l'intérieur, en gardant encore leur statut de détenu, ils puissent avoir des revenus dans un compte bancaire qu'on veut mettre en place. Un compte bancaire? Oui. Ah oui. Oui, qu'on veut mettre en place avec la contribution de l'Agence pénitentiaire du Bénin et les 3 maisons d'arrêt et l'ONG DEDI et une association qui est associée à notre projet, l'association des parents des détenus, pour avoir un regard sur la gestion de ce fonds. Ce fonds sera ravitaillé
par les revenus des ventes des produits issus de ces formations. Donc, c'est-à-dire, les détenus seront formés en dessin, en art plastique, en peinture. Ils vont réaliser, et en artisanat d'art, la réalisation des sacs en pelle, des colliers, porte-clés et chaussures, etc. Et ces produits seront installés dans des boutiques. Mais c'est du boulot pour ceux qui doivent former ces c'est pas du boulot pour eux parce que c'est des spécialistes du domaine qu'on a sélectionnés, envoyés en mission et pour ces formations. Et nous allons mettre en place des boutiques que nous avons appelées des boutiques de la réinsertion. C'est comme des galeries pour la vente des produits issus des différentes formations. Donc, une fois qu'un objet d'art et une peinture est vendue au nom d'un détenu, il y a 80% qui revient au détenu, qui sera logé dans le compte bancaire en son nom. Il sera informé. Ça va le motiver à continuer et ça va stimuler, ça va donner l'envie à mieux faire pour ceux qui traînaient encore le pas. Du coup, les 20% restants vont servir à renouveler le matériel et aussi à permettre à l'ONGDJ à poursuivre les activités à la fin de notre projet. Donc, de commun accord, il y a un comité qui sera mis en place par les différentes parties prenantes que je viens de citer, l'APB, les maisons d'arrêt, l'ONGDJ et l'association des parents des détenus qui vont se mettre ensemble pour gérer ce compte avec les détenus. De telle sorte que lorsqu'un détenu sort aujourd'hui, il puisse se baser sur ce capital financier pour initier une activité générative de revenus et continuer parallèlement la formation qu'on l'a aidé à apprendre au cours de son séjour dans la maison d'arrêt. Donc du coup, c'est une manière de leur permettre d'avoir plusieurs codes à leur acte. Actuellement, nous savons, certains sont partis là-bas déjà avec une formation, ils ont déjà fait une formation donnée, certains sont vulgarisateurs, tailleurs, etc. Mais dans l'enceinte de ces maisons d'arrêt, ils ne peuvent pas pratiquer leur métier. Donc, et comme ils sont voués à l'oisiveté, on s'est dit, il faut les occuper en les aidant à apprendre quelque chose de nouveau, qu'ils puissent pratiquer sur place et qui puissent les amener à avoir des revenus. Alors, Madame Agarolo, vous avez quelque chose de rapidement que j'ai ma question. La question c'est de savoir si vous avez déjà fait un point de ce que nous avons comme personnes détenues, des personnes porteuses de handicap. C'est ce que vous voulez, des personnes handicapées. Personnes handicapées. Détenues dans ces 3 maisons d'arrêt-là. Oui, nous avons fait au démarrage, on a déjà fait un point au niveau des 3 maisons d'arrêt. Et les points se trouvent avec le chef projet. Il va peut-être nous dire le point rapidement et vous allez venir pour mais là, ce que j'allais compléter à ce qu'il a dit, la réinsertion socio-professionnelle, c'est aussi à l'endroit des ex-détenus. Donc ceux qui sont déjà dehors. Tous ceux qui sont déjà dehors. Donc dehors. La formation dont il a parlé, ça profite également à ceux qui sont dehors. Et nous avons 2 lieux culturels, en plus des maisons d'arrêt que nous citons, qui bénéficient de cet appui-là. Un lieu qui est animé par l'association d'un co-demandeur et l'autre co-demandeur. Donc les formations les sensibilisations grand public ont été d'abord réalisées au niveau de ces 2 lieux et les formations à l'endroit des personnes handicapées également se réaliseront au niveau de ces lieux culturels. Mais j'avoue que ce projet, c'est une première au Bénin. Est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse faire ça puisse faire en sorte que des personnes handicapées préfèrent aller dans les maisons d'arrêt là-bas pour bénéficier de telles belles initiatives? Ce n'est pas tout à fait ça. Je ne pense pas parce que rien ne sert de perdre sa liberté. Donc, je ne suis pas sûre que quelqu'un veuille retourner en prison rien qu'à cause de ça. Donc, oui, alors, maintenant, par rapport à ce que nous avons comme élément statistique... oui, déjà au début du projet, et grâce à l'agence pénitentiaire du Bénin, nous avons eu les statistiques concernant les détenus et portant tout genre d'handicap dans les 3 maisons d'arrêt concernées par notre projet. Mais dans la mise en œuvre, on a constaté que
de jour en jour, les données statistiques changent parce qu'il y a des transferts, il y a des sorties de détenus. Donc, du coup, actuellement, à l'entame de notre formation, dans la prison d'Abomey-Calavi, nous avons eu 19 détenus handicapés qui sont actuellement pris en charge par la formation. Et au niveau de la prison de Ouidah, nous avons 8 qui sont pris en charge par la formation. Et au niveau de Cotonou, nous avons actuellement 4 qui sont en formation. Et pour les ex-détenus, on a 3 à la place des Matis qui sont formés les mercredis et les vendredis. Et 3 également à l'espace Adjouroué de la Belle Mafia à Kassato. Mais notons que les détenus qui sont formés à l'intérieur, de jour au lendemain sortent et on les récupère au dehors, automatiquement. Dedans, dehors. Oui. Actuellement, il y a dans la prison d'Abomey-Calavi un qui doit sortir dans la semaine, mais il n'est pas gêné, il n'a pas de gêne parce qu'il se dit, si je sors, je serai récupéré par les 2 espaces qui sont destinés, qui sont préparés pour la formation. Et comme ça, il va continuer la formation au dehors pour continuer sa réinsertion professionnelle à ce niveau. Parlons des parties prenantes. Vous êtes chef de file, vous êtes le leader, le lead de ce projet. Vous avez parlé de code demandeur, un code demandeur. Dites-nous alors, quel est le rôle de chaque élément, de chaque acteur dans ce projet-là? Bon, en fait, c'est des notions, quand vous travaillez avec l'Union européenne, c'est des notions qu'il faut connaître. Oui, mais qu'il faut clarifier ici. Souvent, l'Union européenne aime que des organisations se mettent ensemble pour soumissionner. Donc, ça facilite aussi que les organisations les plus grandes accompagnent les plus petites et que les plus petites aussi apportent ce qu'elles connaissent pour que, en fin de compte, on puisse atteindre les objectifs escomptés. Donc, WIDAF Bénin est le chef de file qui coordonne les activités et le code demandeur, c'est un des partenaires. Donc, l'organisation du chef projet est code demandeur et l'autre structure, deuxième demandeur, donc je viens de citer Mafiat, qui est aussi code demandeur. Et dans les programmes projets de l'Union européenne, il y a aussi les structures qu'on appelle les associés, des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la mise en œuvre, mais à qui on fait recours, qui accompagnent dans la mise en œuvre. C'est ça les associés. Donc on a besoin de leur appui, de leur contribution. Justement, à la fin de ce projet, l'ONG DEDI et l'administration, l'agence pénitentiaire du Bénin vont poursuivre. C'est la continuité de ce que nous on aura fait, parce qu'un projet est appelé à finir. Donc le rôle de WIDAF Bénin, c'est de coordonner l'ensemble des actions, d'apporter les éléments, ce qui concerne le volet droit à formation. C'est WIDAF Bénin qui accompagne, qui appuie et recrute les structures qui vont animer les formations. Donc le volet droit, ça revient à WIDAF Bénin. Et on a parlé tantôt des activités culturelles qu'on a menées. Nous avons notre demandeur, Mafiat, qui s'occupe de ce volet. Art de scène, art plastique, et autres. Nous avons l'autre co-demandeur. Donc, chacun a un rôle à jouer. Le fait pour tous ces acteurs, WIDAF, tous ces co-demandeurs, des associés, de nous s'intéresser aux personnes handicapées, est-ce que ce n'est pas fait encore dans la discrimination? Parce qu'à la prison, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas porteuses de handicap, mais qui voudraient bien être choyées, qui voudraient choyer comme vous le faites bien, Madame. C'est vrai. Notre cible, c'est les personnes handicapées, mais il y a plein d'actions que nous menons dans le cadre de ce projet qui profitent également aux personnes non handicapées, c'est ça, aux personnes non handicapées détenues qui sont dans les prisons, même leurs parents dehors et tout, bénéficient également des sensibilisations grand public que nous menons. Mais la spécificité pour le projet, c'est les personnes handicapées, et tout projet
a une spécificité, a un problème spécifique à régler. Donc, de la même manière que nous penchons sur les personnes handicapées dans le cadre de ce projet d'appui à la justice. D'autres ONG aussi interviennent dans les maisons d'arrêt sur d'autres volets et puis globalement à l'endroit des détenus. Nous avons la maison d'arrêt d'Alada, d'Abomey Calavi, Cotonou, oui, non, Ouida. Je parle à part les 3 maisons d'arrêt. Oui, il y a d'autres maisons d'arrêt. Oui, il y a Abomey. Oui. Il y a Parakou, il y a Misrité, il y a Porto Novo. Il y a tout ça, mais un projet. Pourquoi vous ne pensez pas que les personnes handicapées de ces maisons d'arrêt là aussi demandent à soutenir, madame Agarol? Monsieur le journaliste, oui. Un projet ne peut pas tout régler à la fois. On ne peut prendre qu'un pan du problème et régler, quitte à ce que par la suite il y ait une seconde phase peut-être, ou que d'autres organisations s'occupent des autres. Un projet ne peut jamais régler à lui seul les problèmes qui se posent dans une maison d'arrêt. Vous avez parlé, M. Fadoran, l'art de scène, de l'art plastique, de l'artisanat d'art. Quel est le secteur qui intéresse le plus les personnes que vous avez ciblées là, les 19 d'Abomey Calavi, les 8 de Ouida et les 4 de Cotonou? Oui, les 3 domaines. Parce qu'il semble qu'il y a un secteur qui va donner beaucoup plus d'argent, c'est l'artisanat d'art. Bon, c'est les 3 catégories que nous avons pris en compte dans la formation. Il n'y a que les arts plastiques et l'artisanat d'art qui doivent amener des revenus. C'est ça. C'est au cours de cette formation qu'on doit réaliser des objets qu'on peut exposer et vendre. L'artisanat d'art et les arts de scène, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour les égayer, booster leur morale. Art de scène, pour celui qui nous suit, c'est quoi art de scène? Bon, j'ai dit tantôt, il y a les contes, les poésies, danse et théâtre, etc. Donc, on a mis des équipements à disposition de ces maisons d'arrêt, les tam-tams, les contes, tout, pour que au cours de ces séances, ça soit des moments de gaieté, soit de les faire sortir de leurs soucis, de leur train-train quotidien et de les orienter vers, de leur donner une certaine motivation pour continuer les autres formations qui peuvent leur permettre de réaliser des objets vendables pour avoir des revenus qui leur permettront à la fin de mettre en place des activités génératrices de revenus. Oui. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre projet a ciblé les détenus handicapés de 3 maisons d'arrêt seulement. Oui. Mais le projet d'appui à la justice a financé 12 projets. Si bien qu'il y a d'autres projets qui ont pris en compte les autres maisons d'arrêt et prisons de notre pays. Tout l'étendue de notre territoire est pris en compte. Donc, il n'y a pas de cible de détenus qui ne bénéficient pas d'un projet dans notre pays actuellement. Et tous les projets ont la durée 12 mois au moins minimum. Donc, dans la même période, tous les détenus sont pris en compte. Nous avons, par exemple, je veux citer l'exemple d'un projet d'un confrère, Fadonbo, qui prend en compte toutes les activités artistiques et culturelles, les concerts, pour les détenus, pas les handicapés. À part tous les détenus en général, y compris les détenus handicapés. Il y a d'autres projets qui essaient de régler les problèmes de santé, des opérations chirurgicales au niveau des hernies, et c'était magnifique. On a vu, c'est le projet de notre confrère Bido Sessi, l'ONG Bido Sessi, qui fait ça. Et il y a d'autres projets qui sont dans le nord, dans différentes maisons d'arrêt. Donc, ce n'est pas que nous sommes intéressés simplement à 3 maisons d'arrêt et que les autres, non, ce n'est pas ça. Pour vous, quel projet, est-ce que le contact avec les personnes handicapées a été facile pour vous? Oui, ça a été facile parce que nous avons... Déjà détenus? Oui, détenus handicapés. Et diminués encore par le handicap? Oui. Ça a été facile ou vous avez plutôt un regard... Non, ça a été facile avec les détenus handicapés. Puisque nous allons avec la présidente de l'ONG DJ, qui est une personne handicapée, une malvoyante. Et avec elle, les détenus se sentent déjà en confiance. Parce qu'ils se disent, voilà une personne portant un type d'handicap, handicap visuel comme nous, et qui est présidente d'une ONG. Elle est bien placée pour connaître nos préoccupations, pour nous défendre dans ce projet de nom de York. Donc du coup, il y a un climat de confiance qui s'installe lorsqu'elle commence par échanger avec eux.
C'est pareil au dehors, c'est elle qui mène la stratégie de mobilisation des ex-détenus. Parce que en étant ex-détenus, ça les gêne de sortir de leur coin et de se présenter encore comme je suis ex-détenu. Ça veut dire j'ai déjà fait la prison. Or, dans notre société, vous savez, si quelqu'un sort de la prison, tout le monde commence à se méfier de cette personne. Donc, du coup, se présenter en public en tant que ex-détenu pour dire je suis en train de faire formation, tout le monde va me voir, tout le monde saura que j'ai déjà fait la prison. Donc, ça les gêne. Et c'est avec l'appui de la présidente de l'OSGDJ qu'on arrive à avoir ces ex-détenus à nos formations. Parce qu'elle les appelle, elle communique avec eux, elle échange, elle les rencontre, elle les met en confiance. Et finalement, ils sortent de leur cachette pour venir participer à nos formations actuellement. Donc ça n'a pas été du tout facile pour nous. C'est au contraire auprès des détenus non handicapés. Lorsqu'on voulait faire la formation, qu'on a été au premier abord rejetés catégoriquement. Ils étaient très, très mécontents parce qu'on voulait parler des droits des détenus en général et des détenus handicapés. Mais on voulait parler de droits. Or, ils sont dans les maisons d'arrêt où ils se disent ils n'ont pas de droits. On ne respecte aucun de leurs droits. Et nous, on est venus pour leur parler de droits. Donc, la première séance, on n'a pas pu tenir. Pour eux, c'était une perte de temps. Non, c'était une perte de temps et que c'est l'occasion de se décharger, de se vider. Et ils l'ont fait. On a pris la séance, on a échangé. Et c'est à la fin, au terme de cette séance, lorsqu'ils se sont vidés complètement, ils nous ont dit maintenant on prend rendez-vous pour une séance pour vous accueillir. Dites-nous, on va parler maintenant de l'accompagnement que peut apporter la population. Bon, ce que nous allons demander à la population, je crois que c'est d'abord le regard. Quand la personne, même qu'elle soit handicapée ou pas, une fois sortie de prison, il faut qu'on ait un regard vraiment bienveillant envers ces personnes. Et c'est justement pour ça que nous les prenons encore en charge, les personnes handicapées détenues, nous les prenons encore en charge à la sortie de prison pour qu'elles continuent à mener des activités. Est-ce que ce n'est pas trop d'action pour les personnes handicapées aussi? Vous les prenez en charge dedans, quand ils sont dehors, vous les prenez en charge? Non, dehors en charge dont je parle, ce n'est pas pour les nourrir ou les donner, mais on a commencé un travail à l'intérieur en les formant à savoir faire quelque chose autre que ce qu'elles ont peut-être appris, qui devient plus pour elles. Donc une fois sorties, elles peuvent continuer à mener ces activités et à les exposer, même les œuvres qu'elles réalisent, à les exposer dans les boutiques de la réinsertion à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que il y a un lieu dont je viens de parler, il a dit à la place des Martyrs, où elles peuvent aussi exposer leurs œuvres, et un autre à Kassato, où elles peuvent exposer les œuvres réalisées. Donc, nous invitons la population à vraiment mieux les traiter. Et ce que je demande aussi, il vient de faire le point, nous avons actuellement 3 personnes handicapées qui bénéficient de la formation dehors et au niveau du lieu à Kassato et 3 autres à Cotonou. Nous invitons les populations, les parents de ces détenus et de ex-détenus à les référer vers nous pour pouvoir bénéficier de cette formation, parce qu'elles ont peur de se montrer. Comme il a dit, il faut qu'elles sortent pour venir bénéficier de cette réinsertion, de cet appui et pour leur réinsertion professionnelle. Est-ce que l'accompagnement doit seulement parvenir de la population, ou bien on peut aussi lancer un appel aux autorités communales, c'est pas, bien sûr, parce que pour nous accompagner dans cette œuvre-là? Bien sûr, parce que ces structures dont nous venons de parler, même les maisons d'arrêt se trouvent bien dans les communes, c'est dans nos communes, et le bien-être de la population en général, des personnes handicapées en particulier, et incombe également à l'autorité locale. Donc, si ça se passe bien dans sa commune, c'est aussi bien pour elle. Donc, nous invitons également les autorités locales
à accompagner les personnes handicapées à travers ces activités, à acheter les activités qu'elles produisent, et s'il y a d'autres programmes qu'elles peuvent organiser à leur intention, nous sommes prêts à les accompagner. Si vous permettez, je vais faire un parallèle entre les boutiques de la réinsertion et les CIPEC. Puisque votre réseau a également conduit ce projet, est-ce qu'on peut être sûr que ces boutiques de la réinsertion-là ne vont pas subir, je ne dirais pas les mêmes... le même sort que les CIPEC, parce que les CIPEC, on ne sait pas si c'est ce que ça devient aujourd'hui. Non, au fait, les CIPEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est les centres de prise en charge intégrés des victimes de violences. D'ailleurs, les personnes handicapées aussi ont été prises en compte au niveau de ces CIPEC pour que leurs droits soient respectés. Et nous avons eu à construire même des rampes au niveau de nos CIPEC. Les CIPEC aujourd'hui, le projet USAID qui a permis à WIDAF de mettre en place ces CIPEC. Ce projet est fini, mais ça continue avec d'autres partenaires. Le gouvernement également a pris en charge le fonctionnement. Il y a le médecin du monde qui continue de travailler sur ce dossier-là. D'accord, ça voilà qui rassure. En conclusion, vous allez dire quoi, monsieur Fadoran Desslin? Que nous attendons beaucoup de la population. Parce que le problème est plus profond que ça. On constate dans nos prisons, parfois, il y a des détenus qui sortent et le lendemain ou bien 2 jours après, ils retournent. Pourquoi ils retournent? Ce n'est pas de leur propre gré. C'est à cause du regard de la population qu'ils retournent. Ils ne sont pas acceptés au dehors. Or, là-bas, ils se sentent plus en famille qu'au dehors. Parce que s'ils sortent, on les doit. Et on dit, quand on voit l'enfant de quelqu'un avec un ex-détenu à tourner quoi de regard. Donc, méfie-toi de lui, tu vois. On a l'impression qu'à l'intérieur, ils sont encore formés, outillés pour être encore plus professionnels dans les actes qui les ont conduits là-bas. Donc, du coup, il faudrait qu'on change ce regard, que lorsqu'un détenu sort, qu'on accompagne ce travail d'éducation que les maisons d'arrêt ont fait à son niveau de correction, qu'on accompagne au niveau de la population pour le changer complètement. Mais quand on le rejette complètement, il retourne là-bas. Il commet encore un forfait, il retourne là-bas. C'est pareil pour les détenus handicapés. Nous attendons vraiment que la population les accepte, à commencer par les familles. Il y a des gens qui sont en prison et personne n'est venu les visiter durant tout leur séjour. Est-ce que s'ils sortent, est-ce qu'ils peuvent encore se sentir en famille? Non. Et ça doit commencer par la famille d'abord. Avant qu'on ne dise maintenant la communauté et les autorités communales et les autres parties prenantes de notre population. Donc nous attendons qu'ils changent leur regard, qu'ils les acceptent. Ils ne veulent plus demander de l'argent à quelqu'un avant de s'installer, mais accompagner-le moralement pour que son activité qu'il va mettre en place puisse prospérer. Parce qu'un des détenus qui met en place une activité génératrice de revenus, le regard que la population a de lui simplement suffit pour que personne n'achète, personne ne l'accompagne et l'activité ne va pas prospérer. Donc on attend ces accompagnements pour qu'on puisse l'aider à faire prospérer son activité. C'est de ça que la réinsertion doit provenir. S'il doit s'insérer dans la population, il faudrait qu'il soit autonome financièrement. Et c'est ce pourquoi nous nous battons au niveau de notre projet Dedans Dehors. Et nous attendons beaucoup de cette population qui les accepte, qui les accueille, qui les accompagne. Les secondes sont passées. On va laisser la coordinatrice conclure rapidement. Quelques secondes. Oui, merci beaucoup pour nous avoir permis de discuter de ce projet. Et je voudrais terminer en disant que l'handicap n'est pas une fatalité, et inviter également nos frères, nos sœurs handicapés à accepter de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, et je suis sûre et ne pas se livrer à la mendicité. Et je suis sûre que si la population voit leur génie créateur, ils voient qu'ils réalisent quelque chose,
je crois qu'on va pouvoir les aider, les accompagner en achetant les œuvres qu'elles auront à réaliser. Merci. On se rend bien compte que la personne porteuse de handicap, détenue ou ex-détenue, a besoin de notre soutien. La personne humaine étant sacrée et inviolable, changeons notre regard à leur endroit pour leur réinsertion socio-professionnelle. C'est le message du réseau WIDAF Bénin, de ses co-demandeurs financés par l'Union européenne. C'est ça. Merci d'être passé, M. Ghislain Fadoran. Merci à vous, Françoise Sosua-Barolou. Merci d'être passé. C'était le débat. À très bientôt. Merci, monsieur le journaliste.